Vendredi soir, juste avant le week-end, nous avons publié une vidéo sur l'impact potentiel des Houthis s'ils intervenaient en Iran. Apparemment, quelqu'un au sein du haut commandement Houthi l'a vu. Dès le lendemain, le groupe s'est lancé dans la bataille, provoquant un nouvel enfer au Moyen-Orient. Il est trop tôt pour connaître le plan des Houthis, mais aucun signe n'est rassurant pour l'instant. Comme dit vendredi, le groupe complète presque parfaitement le régime de Téhéran. Alors que l'Iran pourrait fermer le détroit d'Ormuz, la position des Houthis au Yémen signifie qu'ils pourraient potentiellement aussi bloquer le transport maritime en mer Rouge, une action qui exercerait encore plus de pression sur l'économie mondiale au-delà des seuls Houthis. Et voilà qu'on apprend ce week-end qu'il existait depuis le début un volet terrestre secret de cette guerre. Des combattants kurdes soutenus par le Mossad, avec l'espoir d'aller jusqu'à Téhéran. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Un mois plus tard, voici l'essentiel sur la guerre en Iran. Arrivés tardivement, les Houthis sont là. Vendredi dernier, nous avons publié un épisode ici sur Warfront couvrant ce que les Houthis pourraient en faire s'ils s'engageaient pleinement dans la guerre en Iran. Et pour dire les choses très modestement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le reste du monde. Samedi a marqué leur entrée officielle. Des missiles balistiques ont visé ce qu'ils ont décrit comme des positions militaires sensibles dans le sud d'Israël, déclenchant des sirènes à Beersheba, puis une seconde vague de missiles de croisière et de drones a suivi. Quelques heures après, tous ces engins ont été interceptés sans victimes ni dégâts côté israélien. Dimanche a été calme, sans lancement supplémentaire ni revendication des médias Houthis, écartant pour l'instant le scénario de guerre totale évoqué précédemment. L'inquiétude qui a gagné presque toutes les capitales du monde à ce moment-là concernait moins les missiles que le détroit de Bab al-Mandeb. Que deviendrait l'approvisionnement mondial en pétrole si les Houthis le bloquaient ? Ils ne l'ont pas fait jusqu'ici. Des dizaines de pétroliers traversent chaque jour la mer Rouge, du moins lors de l'enregistrement tôt lundi matin. La mer Rouge est importante pour le commerce mondial, même dans les meilleures périodes. Mais avec le détroit d'Ormuz en état de semi-fermeture depuis plusieurs semaines, son importance est encore plus grande. Et la façon dont le détroit d'Ormuz a été fermé mérite d'être comprise, parce que l'Iran n'a en réalité pas eu besoin de le bloquer physiquement ni de poser une seule mine. La menace de lancer des attaques contre des pétroliers, bien qu'appuyée par le fait qu'ils l'ont effectivement fait au début de la guerre, a suffi à fermer pratiquement tout le détroit. En quelques jours, le risque étant trop élevé, la plupart des armateurs ont cessé de naviguer. Ce qui a rendu le Bab el-Mandeb, détroit de 26 km entre le Yémen et la Corne de l'Afrique, presque indispensable. L'Arabie Saoudite a utilisé à pleine capacité son oléoduc Est-Ouest, transportant 7 millions de barils par jour vers les ports de la mer Rouge. Le pétrole égyptien passe par des oléoducs vers la Méditerranée, où les raffineries côtières produisent des centaines de milliers de barils de diesel et de kérosène. Pour l'Europe et l'Amérique du Nord, près de 6 millions de barils par jour passent maintenant par le détroit, un volume en hausse ou du moins qu'il était. Les Houthis savent exactement ce que cela vaut parce qu'ils ont déjà démontré qu'ils pouvaient paralyser ce corridor. Leur campagne de 2023 à 2025 contre la mer Rouge. Cette campagne a poussé les principaux transporteurs à contourner le cap de Bonne-Espérance, a fait chuter le trafic du canal de Suez de 70 navires par jour à moins de 30 et a fait grimper les primes d'assurance par 20. Tout cela sans jamais fermer le détroit. Aujourd'hui, environ 30 pétroliers près du port saoudien de Yanbu sont déjà à portée de frappe. Elisabeth Kemsel à Cambridge a qualifié la fermeture simultanée des 2 points d'étranglement de scénario cauchemardesque qui perturberait, voire paralyserait, le commerce vers l'Europe. Goldman Sachs a averti que si les flux restent faibles pendant encore 2 mois, les prix du pétrole pourraient dépasser le record historique de 2008 de 147,50 $ le baril. C'est le scénario qui ne s'est pas encore matérialisé. Ce que le vice-ministre de l'information des Houthis, Mohamed Mansour, a déclaré samedi, c'est que le groupe mène cette bataille par étapes, et la fermeture du détroit fait partie de nos options. C'est en somme la version géopolitique de « dommage s'il arrivait quelque chose à votre ligne maritime ». Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Cela ne signifie pas que les Houthis utiliseront l'option nucléaire, mais contrairement aux attaques d'il y a quelques années, la mer Rouge a aujourd'hui pris une importance nouvelle. Non seulement pour les États-Unis et Israël, mais aussi pour la plupart du monde, fermer cette voie serait pour eux l'équivalent d'une option nucléaire. Et une fois que vous allez aussi loin, il n'y a plus de retour en arrière possible. Les analystes de différents groupes de réflexion s'accordent à dire qu'ils ne peuvent pas exclure que les Houthis prennent une telle décision. Bab el-Mandeb a bien plus de valeur en tant que menace que s'il était réellement utilisé comme arme, surtout compte tenu des allers-retours qu'ils ont eus depuis des années maintenant avec l'Arabie Saoudite. Et en parlant de négociations, cela nous amène à ce qui se serait passé entre la Maison-Blanche et l'Iran. Pour résumer rapidement, lundi dernier, Trump a publié sur Truth Social, affirmant avoir eu des conversations très bonnes et productives avec l'Iran.
Il a également annoncé une pause dans les frappes contre leurs infrastructures énergétiques. Jusqu'à la fin de la journée de vendredi, ce délai a de nouveau été prolongé. Cette fois jusqu'au 6 avril, et il reste très incertain de savoir s'il tiendra parole cette troisième fois. Il y avait toujours quelque chose d'un peu étrange dans les négociations que Trump décrivait. Cependant, elles étaient parfaitement synchronisées, annoncées avant l'ouverture et prévues après la fermeture des marchés pour le week-end. Mais cela devenait d'autant plus suspect que l'Iran a constamment nié tout au long de cette période que de telles négociations aient eu lieu. Dans tous les secteurs gouvernementaux, des responsables comme le ministre Abbas Araghchi jusqu'aux gardiens de la révolution islamique, nous avons eu hier un peu plus de clarté à ce sujet. Jim Hines, principal démocrate à la commission du renseignement de la Maison-Blanche, est intervenu dans Face the Nation sur CBS et a parlé sans détour. En parlant de notre Trump, Hines a déclaré, je cite, « Dimanche dernier, il s'est rendu compte que j'ai une catastrophe financière sur le marché. Alors il a tout simplement inventé ça. » Nous ne pouvons pas vérifier cette déclaration de façon indépendante et n'avons toujours pas reçu d'invitation au chat signal. Et il se peut qu'il se passe plus de choses en coulisses que ce que les membres de la Chambre savent, et il existe au moins des canaux indirects. Le Pakistan s'est récemment affirmé comme médiateur autoproclamé en accueillant plusieurs puissances régionales pour des pourparlers ce week-end. Cependant, le rôle de Hines demeure remarquable. Ce qu'il nous reste donc, c'est un processus diplomatique suffisamment réel pour qu'on puisse le mentionner. Mais d'après ce que nous voyons, il est loin d'être assez avancé pour produire des résultats concrets. La date limite actuelle, le 6 avril à 20h heure de l'Est, semble être le prochain indicateur pour savoir dans quelle direction les choses vont évoluer à partir de maintenant. Juste avant de continuer avec la vidéo d'aujourd'hui, faisons une petite pause pour remercier le sponsor de cette vidéo, à savoir RecWatches, et plus précisément leur nouvelle montre Abu. Le nom vient en fait du surnom donné au SR-71 Blackbird lorsqu'il était stationné à Okinawa. Le Abu est une vipère venimeuse. On apprend quelque chose de nouveau chaque jour, et ici le lien va bien plus loin que le simple nom. Rec a intégré du véritable titane provenant du SR-71 Blackbird dans le cadran en retrait de la montre. Vous pouvez le voir à l'intérieur, et c'est vraiment génial. J'ai en fait eu le privilège de voir 2 SR-71 Blackbird en vrai, un aux États-Unis et un au Royaume-Uni, que j'ai d'ailleurs vu il y a seulement quelques jours. Pendant que j'enregistre ceci, il y aura une photo de moi debout devant l'avion, prenant une belle photo avec l'appareil, puis aussi à côté de son moteur. D'où provient cette pièce? Pas celui du Imperial War Museum où j'étais, mais je pense que c'est écrit ici quelque part. Je vous dirai dans un instant lequel c'était. Mais l'avion vole à Mach 3, c'est une pièce d'ingénierie incroyable. Je pense que c'est l'une des vidéos les plus populaires que nous ayons jamais faites sur ma chaîne Mega Projects. Donc je ne sais pas, j'adore ça. Je suis un peu un passionné d'avion et je suis clairement un passionné de montres. C'est aussi une montre manuelle, donc il faut la remonter, et il y a ce petit cadran en bas qui montre la réserve de marche. Elle est incroyablement bien fabriquée. Je l'ai dit, je suis passionné de montres, et celle-ci est vraiment spéciale. Au fait, l'avion était le SR-71B numéro 617 956, le Blackbird le plus utilisé de l'histoire. Voilà. En raison de la quantité limitée de matériaux, cette montre est limitée à seulement 1372 exemplaires. Chacune est numérotée individuellement. Je me demande laquelle j'ai. J'ai le numéro 462. Cela me rend heureux. Si vous voulez voir, un lien est dans la description ou sur recwatches.com/timepieces/abu. Avec le code WARFRONTS, profitez de 10% de réduction supplémentaire, en plus des 15% de réduction de précommande. Reprenons la vidéo. Les plans les mieux préparés? En entrant en guerre, de nombreux analystes ont débattu de la capacité de la coalition à renverser la République islamique par une seule campagne aérienne. Il y avait une véritable incertitude, même si les analystes penchaient légèrement du côté du scepticisme. Nous étions vraiment en territoire inconnu. Le pays venait tout juste de mener une répression barbare contre son propre peuple, tuant environ 36 500 personnes en seulement 48 heures. Les États-Unis et Israël réunis pouvaient littéralement disposer des systèmes d'armes les plus avancés au monde, et ils étaient en clair sur le fait qu'ils apportaient les moyens qu'ils jugeaient nécessaires. Les frappes de précision et la guerre par drone avaient-elles évolué au point de rendre une telle mission théoriquement possible? De l'autre côté de l'argument, un changement de régime uniquement par des frappes aériennes est presque inédit, en grande partie parce que les campagnes de bombardement ne peuvent faire que très peu pour changer la situation sur le terrain. La réflexion de Donald Trump semblait en grande partie être que les guerres sans fin précédentes au Moyen-Orient, dont il se plaignait lui-même, engageaient inutilement des troupes au sol et qu'il pensait pouvoir offrir quelque chose de plus efficace. Cependant, au cours du week-end, nous avons eu un aperçu fascinant de ce que Washington et Jérusalem avaient dans leur manche concernant la composante terrestre.
La chaîne 12 israélienne a diffusé un reportage d'investigation détaillé confirmant que le Mossad préparait depuis des années un plan pour utiliser les combattants kurdes comme la force terrestre que la campagne aérienne ne pouvait pas fournir. Des dizaines de milliers de combattants armés d'une coalition de groupes d'opposition kurdes iraniens devaient franchir la frontière irano-irakienne sous forte couverture aérienne américaine et israélienne au début de la guerre. Ils devaient rejoindre les réseaux kurdes et pénétrer en Iran pour lancer un soulèvement plus large. Et pour être clair, ce n'était pas simplement un plan provincial où ils s'installeraient dans des zones à majorité kurde. Non, le plan était d'aller jusqu'à Téhéran. Le chef du Mossad, David Barnier, aurait informé Netanyahou avant l'opération et s'est rendu à Washington pour la présenter à l'équipe de Trump en janvier. Netanyahou, fervent partisan du projet, voyait en lui l'opération de changement de régime discrète qu'il espérait depuis longtemps. Ce rapport indique que cela a aussi influencé Trump à autoriser les frappes du 28 février. Les renseignements de Tsahal étaient ben sceptiques, jugeant les chances de succès faibles. Le rapport indiquait cependant qu'en cas de déclenchement, les Kurdes rempliraient leur rôle. La CIA était en alerte maximale dès le début des frappes. Trump appelait les dirigeants kurdes. Les avions américains et israéliens bombardaient les forces iraniennes et les sites assiégés au nord-ouest pour ouvrir le corridor. Des rapports faisaient état de combattants ayant lancé des opérations transfrontalières limitées. Cette information de dernière minute sera sans doute étudiée longtemps par les historiens militaires. Selon nos informations, l'invasion à grande échelle n'a jamais eu lieu, principalement car les factions kurdes attendaient au moins des garanties qui n'ont pas été données. Une zone d'exclusion aérienne, un soutien au sol pour protéger leurs combattants du CGRI et des engagements politiques insuffisants d'une administration peu disposée à promettre plus. Le 4 mars, comme certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, Fox News a révélé que des milliers de Kurdes irakiens avaient lancé une offensive terrestre en Iran. Les groupes kurdes ont été horrifiés que cela ait été rendu public et tout l'élan qui existait s'est effondré. Presque immédiatement, l'Iran a renforcé la frontière nord-ouest. Erdogan a poussé Trump à stopper l'opération. Les Kurdes ont été trahis par Trump. En 2019, après son retrait de Syrie, ils se sont retrouvés sans soutien et n'ont pas poursuivi. Si le plan A a échoué, que reste-t-il ? C'est la grande question. Tout indique que nous revenons à l'échéance repoussée au 6 avril, bien que cela reste flou. Contrairement aux fois précédentes, cette fois, il y aura de nombreuses forces américaines sur le terrain à son arrivée. Environ 2500 marines sont arrivés vendredi, la 82e division aéroportée est en route et le Pentagone pourrait envoyer 10 000 hommes de plus. Pour donner un contexte, cela reste une fraction du quart de million qui a envahi l'Irak, mais il n'est pas certain que cela change grand-chose dans la perception du public. Une légère majorité d'Américains s'oppose à la guerre depuis le début, mais ce n'est pas une grande préoccupation pour beaucoup. Moins de 20% ont déclaré à CNN s'en préoccuper vraiment après des années de frappes militaires au Moyen-Orient. Ce n'est pas nouveau. Les républicains l'ont toujours soutenu, avec plus de 80% exprimant leur soutien. Toutefois, une invasion serait une situation totalement différente. Trump a fait campagne sur la paix par la force et sans nouvelle guerre. Passer à une campagne aérienne contre l'Iran, c'est autre chose. Mais passer à une opération de type intervention terrestre complète, surtout après avoir explicitement garanti que cela n'impliquerait pas un tel déploiement, c'est tout autre chose. Avec les élections de mi-mandat qui approchent, ce serait risqué de tenter le pari du désastre. Dans ce contexte, la tension entre le président Pezeshkian et les gardiens de la Révolution, restés absents des gros titres depuis le début de la guerre, a éclaté. Les gardiens de la Révolution ont révélé le conflit ce week-end. Selon Iran International, citant des sources du régime, il a été rapporté samedi que Pezeshkian critique sans relâche la politique du corps des gardiens de la révolution islamique qui intensifie les attaques régionales et réclame le retour du contrôle gouvernemental aux civils. Le ministre de la Défense, le général Ahmad Wahidi, a rejeté cela et blâmé Pezeshkian, accusant son administration de ne pas avoir appliqué les réformes structurelles avant la guerre pour assurer la stabilité nationale. Selon ce rapport, la gouvernance de la République islamique est devenue une rivalité de reproches entre le gouvernement civil et le corps des gardiens de la révolution islamique. Ce n'est pas inédit, car il s'était déjà opposé en mars quand Pezeshkian s'était excusé auprès de ses voisins pour les attaques, provoquant la colère des gardiens et de nouvelles frappes. Pour transmettre un message clair, Netanyahou, s'exprimant au commandement nord de Tsahal à Safed, a présenté cela comme preuve de l'efficacité de leur campagne. Je cite « des fissures dans le régime de terreur à Téhéran », fin de citation, selon ces mots. Selon la personne à qui l'on demande, il s'agit d'une évaluation du renseignement, d'un message politique ou des deux. Mais cette fuite est significative car elle offre un nouvel éclairage sur la manière dont l'Iran est ou n'est pas gouverné.
Vu l'incertitude sur la localisation et la santé du guide suprême Majtaba Khomeini, absent en public ou en vidéo depuis sa supposée blessure lors des frappes initiales de la guerre. La question de qui détient le pouvoir à Téhéran reste floue. Le président du Parlement, Ghalibaf, apparaît parmi les candidats, cherchant à préserver la cohésion. Même lui ne peut masquer un gouvernement où personne ne sait vraiment qui commande. Pourtant, malgré ce chaos, Téhéran parvient encore à projeter sa puissance à l'étranger. Et à propos de délais non respectés, le gouvernement libanais a fixé au 29 mars la date limite pour que l'ambassadeur d'Iran, Mohamed Reza Shibani, quitte le pays et l'a déclaré persona non grata. Shibani n'a pas seulement ignoré la date limite, il l'a rejetée, son personnel ayant indiqué à l'AFP qu'il ne comptait pas quitter le pays, défiant ainsi les ordres de Beyrouth. Cette confrontation, qui peut sembler insignifiante puisqu'il ne s'agit que d'un seul homme, déterminera en réalité beaucoup de choses pour l'avenir du Liban. Téhéran considère depuis longtemps le Liban comme étant sous son contrôle, grâce à l'influence que le Hezbollah et ses alliés chiites, le parti Amal, exercent sur le pays. Même avec une guerre bien réelle en cours chez eux, Téhéran reste concentré sur le fait de s'imposer ici. Il parie que l'État libanais n'aura pas la capacité de s'unifier et d'expulser l'ambassadeur, montrant ainsi qui est vraiment aux commandes quand les choses se corsent. Et ils n'ont peut-être pas tort. La décision du Hezbollah de soutenir le maintien de l'ambassadeur dans le pays n'est peut-être pas une grande surprise, mais Amal a également soutenu sa présence continue dans le pays. Ils ont boycotté la réunion du cabinet où l'expulsion devait être discutée, tentant ainsi de bloquer le processus. Une source diplomatique iranienne a affirmé hier à l'AFP que l'ambassadeur ne quittera pas le Liban, conformément aux souhaits du président du Parlement, Nabir Berri, et du Hezbollah. Fin de citation. Cet écart entre ce que l'État adopte officiellement sur le papier et ce qu'il est réellement capable d'appliquer dans la réalité résume en quelques mots l'histoire du Liban moderne. Et c'est d'autant plus regrettable à voir compte tenu des progrès initiaux réalisés par l'État au début du mois de mars. Pour être clair, l'État libanais a bien procédé à l'expulsion, légalement. Le ministre Raghi a contourné Berri pour empêcher Amal de retarder le processus. D'après la Convention de Vienne, il peut déclarer un ambassadeur persona non grata de sa propre initiative. Aucun vote du cabinet, approbation parlementaire ou intervention du président du Parlement n'est requis. Pourtant, l'ambassadeur reste au Liban. Seul le temps dira comment cela évoluera. Mais si le Liban veut démontrer qu'il est un pays souverain, la suite à donner est claire. Pendant ce temps à Beyrouth, les FDI s'enfoncèrent davantage dans le sud du pays. Netanyahou a ordonné à la 146e division de repousser la zone tampon plus profondément dans le sud du Liban, explicitement plus près du Litani, et a même élargi les zones d'évacuation au nord du Litani, ce qui n'a aucun précédent historique. Bien que cela ne soit pas encore une invasion israélienne à grande échelle, c'est néanmoins une étape supplémentaire dans cette direction, alors que la majeure partie du monde a les yeux tournés vers quelques pays plus à l'est. L'assaut contre le Liban pourrait être l'un des actes les plus lourds de conséquences de la guerre. Comme toujours, nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l'évolution de la situation. D'ici là, merci de nous avoir regardés.